La Ville de Mont-Saint-Hilaire a présenté le rapport de la Table des sages qui met en lumière le processus de réflexion et les différents scénarios pour l'avenir du manoir Rouville-Campbell. Monsieur Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de temps qu'à l'habitude. On va en profiter pour passer, avant de discuter de ce rapport d'étape, on va parler de la chronologie. Donc, en 2021, le manoir a été mis en vente par ses propriétaires. Oui. Et c'est à partir de là que tout le monde a... Oui, tout le monde s'est mis à réfléchir à cette question-là. Et on a tous été surpris puisque ça s'est fait durant la période électorale. Donc, lorsque moi et mon équipe, on est arrivés au conseil municipal, bien, une des premières démarches qui a été entreprise, c'est de s'asseoir avec les propriétaires pour voir qu'est-ce qu'il en était, comprendre un peu plus la démarche. Oui. Et à l'époque, bien, on a manifesté notre intérêt pour la protection, en fait, des bois qui étaient de part et d'autre du manoir. À cette époque-là, les propriétaires nous ont fait comprendre que pour eux, le manoir devait être considéré dans son ensemble. Oui. Et on a quand même, dans le fond, fait un peu de travail de promotion sur les avantages fiscaux qu'il pouvait y avoir associés à un don écologique pour les bois, puis un don culturel pour l'immeuble. Cette idée-là a été reçue avec ouverture d'esprit, puis elle a fait son petit bout de chemin. Et donc, ensuite, en fait, on nous a soumis une offre pour un don et on a exploré pendant quelques semaines l'idée de recevoir le manoir, non pas juste ses bois, mais l'ensemble de la propriété, incluant le manoir Rouville-Campbell. On a fait des vérifications diligentes, à savoir comment l'intégrité de l'immeuble et à savoir s'il y avait des enjeux particuliers. Et dans le fond, les propriétaires précédents ont vraiment pris grand soin du manoir. Donc, tous ces manifestés, en fait, toutes les conclusions des rapports et des expertises qu'on a faites témoignaient en fait de la qualité du manoir. C'est un immeuble qui date du 19e siècle quand même. C'est un immeuble qui a besoin d'amour constant parce qu'on veut garder son caractère distinctif, mais c'est quand même un immeuble qui est en très bon état. Et donc, en 2022, le 22 juin, c'est facile de s'en souvenir, on a officiellement accepté le don du manoir. Il y a eu des procédures administratives qui ont dû suivre par la suite. Et rapidement, lorsqu'on s'est porté acquéreur du manoir, bien, on était heureux parce que ça permettait au conseil d'exprimer, en fait, sa vision politique à l'égard de l'avenir du manoir. Alors, quelles sont-elles? En fait, c'est de protéger ce patrimoine-là qui est d'envergure régionale, même certains diront d'envergure nationale. Oui. De protéger, comme on voulait initialement, les deux bois de part et d'autre du manoir. Et aussi de voir comment la population pourrait être davantage impliquée, soit dans l'usage du manoir ou dans sa gouvernance à long terme. Et donc, pour faire ça, c'était clair qu'on avait besoin d'aide parce qu'on ne s'improvise pas propriétaire d'un actif aussi important. Et donc, on a constitué une table des sages, en fait, un comité aviseur, c'est ça, qui constitué d'experts dans différents domaines, dont des experts en patrimoine, des experts en hôtellerie, puisque la vocation du manoir, la vocation était hôtelière, de gens de la communauté qui avaient une expertise qui était en lien avec certaines des idées qui circulaient à l'égard de l'usage qu'on pouvait avoir du manoir. Mm-hmm. Donc, cette table-là, bien, il y a des gens qui sont venus offrir ce qu'ils avaient à offrir, d'autres sont restés plus longtemps. Donc, ça a été quand même un processus... C'est bénévole, cette implication. Entièrement bénévole. Donc, ça a été dynamique comme processus. Et le rapport dont vous avez fait mention dans l'introduction, en fait, c'est notre rapport d'étape. Donc, après un an de réflexion, on a déposé ce rapport d'étape-là qui est venu, en quelque sorte, explorer chacune des avenues puis identifier comment on pouvait utiliser le manoir. On dit le manoir. Mais dans notre esprit, à nous, à la Table des sages, on dit en fait les différents plateaux du manoir. Oui. Donc, on évalue, il y a une dizaine de plateaux différents qui peuvent avoir des vocations similaires à celles qu'il y a actuellement, puis d'autres différentes. Par exemple, c'est quoi ces plateaux-là? Bien, ça peut être aussi quelque chose d'aussi spécifique que la roseraie, qui est très distinctive, puisqu'il y a des rosiers, en fait, qu'on retrouve au manoir, qu'on trouve nulle part ailleurs. Parce que maintenant, on n'importe plus des rosiers comme on veut pour des raisons phytosanitaires. Mais ça peut être la maison du passeur,
les bois. Dans le Donc, fond, vous avez divisé oui, vraiment tout le terrain en différents plateaux. pour voir quel était l'usage optimal qu'on pouvait faire. Toutefois, ce qui est devenu très manifeste lors du processus, c'est que la ville ne pouvait pas assumer la charge entière du manoir à elle seule. Notre population d'un peu plus de 19 000 habitants n'a pas les moyens, en fait, de subvenir aux besoins du manoir sans qu'il y ait certains usages commerciaux. Donc, on ne pouvait pas gracieusement offrir le manoir pour en faire des activités strictement communautaires. Juste pour vous donner une image, en fait, le manoir vient doubler la superficie des immeubles de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, il faut avoir certaines entrées de revenus. Il fallait penser, en fait, à des activités à caractère commercial qui pourraient nous aider à subvenir au manoir. Mais la beauté de la chose, c'est que maintenant, on a notre mot à dire sur l'avenir de ce patrimoine. Totalement, c'est ça. Contrairement à si ça avait été un investisseur privé, par exemple, qui avait acheté le manoir il y a 2 ans, vous n'auriez eu aucun contrôle sur l'avenir. Bien, on aurait eu un contrôle par l'entremise de nos règlements municipaux, mais et il y aurait eu un certain contrôle par l'entremise de la loi sur le patrimoine, mais c'est quand même un contrôle assez détaché. C'est un contrôle réglementaire, donc les propriétaires peuvent faire la promotion de différentes initiatives et on est toujours un peu réactif à l'initiative du propriétaire. Tandis que là, on peut travailler en amont, on peut travailler avec de futurs opérateurs et autres pour développer des projets, mais qui sont mieux intégrés aux aspirations de notre communauté, puis aux besoins aussi patrimoniaux de l'immeuble, parce que d'avoir un patrimoine en aussi bon état que celui-ci, c'est vraiment un privilège et c'est une responsabilité. On veut maintenir l'intégrité du manoir dans l'état qu'il est actuellement. Puis dans le fond, on est chanceux parce que la plupart des villes qui héritent de patrimoine héritent souvent d'immeubles qui ont été laissés à l'abandon. Ça a été déjà dans l'histoire du manoir, un manoir laissé à l'abandon. Heureusement, la famille Bonnet a travaillé très fort et plusieurs propriétaires par la suite se sont investis. Et là, nous, en ce moment, on a un manoir qui est vraiment en très bon état. Et donc, ça faisait partie, vous l'avez mentionné, ça faisait partie des inquiétudes de certains citoyens de, OK, s'il faut que la ville gère le manoir, ça va nous coûter, ça va venir de nos poches. Donc, ça, vous y avez remédié d'une certaine manière en priorisant la vocation commerciale du manoir dans les différents scénarios? Oui, bien, en fait, en modulant nos aspirations collectives, parce que c'est agréable de rêver à un usage du manoir sans contrainte financière. On a essayé de moduler les aspirations de notre communauté avec des considérations financières. Ce qui tend à démontrer qu'après 3 décennies d'investissement hôtelier, bien, cette vocation-là a encore un potentiel qui est à revisiter. Et comme tous les propriétaires, il y a peut-être des modifications à apporter à la formule, mais clairement, le manoir a encore un potentiel économique qui est manifeste. Ça nous a été confirmé. Et c'est cette avenue-là qu'on explore pour voir comment un nouvel opérateur pourrait venir intégrer certaines des préoccupations ou certaines des aspirations qui ont été exprimées par la population pour en faire une formule revue, améliorée, qui nous permettrait d'avoir des revenus partagés, puisque l'opérateur pourrait payer un loyer, à titre d'exemple, et cet argent-là pourrait être réinvesti dans la protection du patrimoine. Puis, dans le rapport d'étape, justement, il est mentionné qu'un des modèles de gouvernance qui serait préconisé serait de créer un organisme à but non lucratif. C'est quoi la réflexion derrière ça? Bien, en fait, c'est une réflexion souvent qui est menée lorsqu'on a à gérer un actif hôtelier. Tu as le propriétaire, puis tu as le gestionnaire ou l'opérateur. Oui. Donc, pour nous, le propriétaire deviendrait l'OBNL, qui probablement aurait une amphithéose ou autre, et la mission première, son obsession, serait de veiller à la préservation du patrimoine. Et donc, il pourrait gérer le bail, les revenus issus du bail, pour réinvestir cet argent-là dans la préservation des lieux, que ce soit du patrimoine naturel, les bois adjacents ou le patrimoine immobilier. Donc, l'OBNL aurait vraiment une mission claire, très délimitée, de façon à ce qu'on ne s'éparpille pas, puisqu'une ville, bien, au gré des conseils municipaux, des priorités politiques, peut laisser aller un actif comme celui-là. Ce n'est pas l'intention de notre conseil, mais on ne peut pas être garant des conseils futurs. Donc, pour nous, de confier ça à un OBNL, dont ça serait la mission première, nous semble être quelque chose de très porteur.
Et c'est ce que nos sages sont venus confirmer. Et si on parle justement d'un opérateur, par exemple, qui pourrait venir et gérer ce qui pourrait devenir un hôtel, comment ça fonctionne, le processus? Comment on sélectionne un opérateur? Est-ce que c'est même la bonne stratégie? C'est quoi les prochaines étapes par rapport à ça? Bien, les opérateurs sont bien placés pour nous en parler. Donc, maintenant que le processus était plus balisé, au cours de l'automne, il y a eu des séances d'information où il y a eu des invitations lancées à l'Association des opérateurs hôteliers du Québec et tout. Et l'appel, la réponse a été quand même intéressante. Donc, à la lumière de ces échanges-là qui ont eu lieu conformément à nos processus d'octroi de contrat et tout, puis ça a été sous la supervision à la fois de firmes de consultants et de nos responsables de l'approvisionnement, on est en train de paramétrer un processus d'appel d'offres qui, lui, devrait nous servir à choisir le meilleur opérateur, c'est-à-dire celui qui bien, a des idées porteuses pour le manoir, qui sont concordantes avec les aspirations de la communauté, mais aussi un opérateur qui, en fait, partagera les bénéfices de l'activité commerciale qui aura lieu au manoir pour le bénéfice de sa préservation. Oui. Parlant de préservation, est-ce qu'il y a beaucoup de souvenirs anciens, des pièces d'origine? Est-ce qu'il y a eu plusieurs propriétaires? Qu'est-ce qui reste vraiment? Bien, en fait, ce qui reste, c'est vraiment l'architecture, l'immeuble en tant que tel qui a subi de multiples transformations. On a juste à penser à tous les propriétaires ont fait leur œuvre. La famille Bonnet avait fait des restaurations importantes, notamment au niveau de la toiture. Ensuite, les propriétaires subséquents ont fait des modifications, toujours à leur image, en fonction de leur vision du manoir. On a juste à penser à M. Deschamps, qui a ajouté l'orangerie, qui est une salle de spectacle dans laquelle il a quand même fait des spectacles pendant plus d'une quinzaine d'années. La famille Imbeau a fait un travail monumental en termes d'infrastructure, de rallonge, a ajouté plusieurs chambres. Donc, chaque propriétaire a mis sa petite touche. Sauf que chaque propriétaire aussi est parti avec quelques reliques. Donc, il nous en reste peu de reliques, meubles, des meubles d'époque et autres. Mais récemment, quelqu'un nous offrait une relique de la famille Campbell qu'on expose avec beaucoup de fierté. Et on est dans ce processus-là de recherche, de documents authentiques pour nous rappeler, en fait, l'histoire des lieux, parce que c'est vraiment ça qui est notre intention. Même s'il y aura possiblement des activités commerciales au manoir, ce qu'on veut, c'est que cette tradition-là, cette histoire-là, bien, reste très vivante. On veut que notre patrimoine soit vivant. Et le manoir a beaucoup évolué dans le temps, continuera à évoluer dans le temps, mais on veut que ça se fasse de façon harmonieuse, puis d'une manière concordante avec la vision qu'en ont les gens, puis surtout l'attachement en fait, qu'a la population par rapport à notre manoir. Totalement. Donc, c'est ça, sachant que les gens ont un amour si grand pour le manoir, on veut qu'ils puissent en profiter également. Pour terminer là-dessus, justement, oui, une vision commerciale pour que ce soit un projet qui est viable, mais également permettre à la population d'en profiter, avoir accès aux berges, avoir accès aux boisés, tout ça, ça fait partie des plans. Oui, on espère que l'usage futur qui sera fait du manoir permettra en fait des usages à la fois communautaires, mais peut-être que la population retrouvera aussi le désir ou va renouer avec le plaisir de venir assister à un concert dans l'orangerie, avoir un bon repas à l'une des tables du manoir, ou même peut-être de recevoir des invités dans les chambres d'hôtel, mais ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'avoir un accès mieux balisé à la rivière ou un usage communautaire qui sera fait peut-être de la maison du passeur. C'est ça, ou l'organisation de différents événements, des mariages, des fiançailles, tout ça, c'est tellement un lieu... Qui ne nous parle pas de mariages mémorables qu'ils ont vécu au manoir? On va peut-être voir une croissance du nombre de mariages à Mont-Saint-Hilaire dans les prochaines années. Et donc, si les gens veulent se tenir informés, la suite des choses, les prochaines étapes, donc dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? Bien, à l'égard de l'information, la meilleure source, c'est toujours d'aller sur la page dédiée, sur le site de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Il y a une page dédiée
au manoir. Donc, on peut y voir tous nos communiqués de presse, les annonces qui ont été faites, comme l'annonce récente d'un financement qui venait de Tourisme Montérégie pour nous aider dans nos activités d'analyse de la relance du manoir. Tout ça est consigné sur la page dédiée. Maintenant, dans les semaines et mois à venir, on va se fixer davantage sur le processus d'appel d'offres, sur l'évaluation qu'on fait des offres qui vont nous être faites par des opérateurs. Donc, tout ça devrait se cristalliser en 2023. On devrait, dans le fond, pouvoir donner une information beaucoup plus précise, échéancier et autres, d'ici la fin de l'année. Et la fin de l'année approche à grands pas. Mais tout au long du processus, comme on a fait, c'est toujours sous la forme de communiqués de presse. Lors des séances du conseil, on livre cette information-là. Puis à tout moment, en fait, nos citoyens peuvent nous écrire. Je ne sais pas si vous consultez parfois nos questions citoyennes qu'on diffuse sur notre site Internet, mais alors on essaie de maintenir un échange très dynamique comme ça pour que la population puisse suivre l'évolution de ce projet-là. C'est ça, donc de garder le dialogue ouvert avec les citoyens, de les écouter principalement, les échanges sont positifs. En ce moment, l'enthousiasme est manifeste. Oui. Tout le monde est très, très intéressé par le manoir. Certaines préoccupations sont exprimées, certaines plus fondées que d'autres, notamment la préoccupation financière est manifeste, mais toutes les décisions qu'on prend vont vers un partage, en fait, de cette responsabilité-là. Puis, cette année, notamment avec un tournage qui a eu lieu ici au manoir pendant plusieurs semaines, bien, la responsabilité économique a été partagée puisqu'on a eu déjà des revenus. Et c'est dans cette logique-là qu'on espère que le projet du manoir va évoluer, c'est-à-dire dans un partage harmonieux entre l'usage qu'on veut en faire, sa préservation, mais aussi certaines activités économiques qui vont nous permettre d'assumer toutes les responsabilités inhérentes à sa préservation. Donc, c'est un projet qui avance. Très bien. Oui. C'est un projet qui avance très bien. Les prochaines étapes dans les prochains mois, il y a un échéancier qui va sûrement être partagé à ce moment-là d'ici la fin de l'année. Donc, vraiment, que du positif jusqu'à maintenant pour ce projet. Oui, vraiment. Une opportunité incroyable. Puis, à cet égard-là, bien, on est très, très reconnaissant envers Gestion G5 qui nous a offert le manoir. Ça, on doit le réitérer. C'est une opportunité qu'on est heureux d'avoir saisie. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. C'est exigeant, mais c'est un beau projet, c'est positif. Ça nous permet de nous rassembler à Mont-Saint-Hilaire et de rayonner. Certainement. Certainement. Merci, M. Guertin, pour votre temps, puis de nous avoir éclairé sur ce magnifique projet. Merci beaucoup. Et si vous voulez avoir la version encore plus longue, vous pouvez aller lire le rapport d'étape. Oui, la version plus longue disponible sur le site de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci.